Dans la précédente vidéo, nous avons codé un simulateur qui permet d'explorer comment une maladie se propage dans une population d'individus. Dans cette vidéo-ci, nous allons revenir à du Python plus fondamental et en fait rajouter un type de données dans ce que nous avons exploré. Donc pour le moment, vous savez manipuler des nombres, des chaînes de caractères, ainsi que des listes. Et je vous propose de regarder maintenant le type de données qu'on appelle booléen. Donc en fait, on appelle ça booléen parce que toute la logique et tous les opérateurs qui ont été définis pour ce type de données ont été inventés par un certain monsieur Boole. Donc le type de données booléen permet en fait de représenter les valeurs vraies et faux. Donc savoir si quelque chose est vrai ou si quelque chose est faux. En Python, quelque chose de vrai se représente avec la valeur true qui s'écrit avec un T majuscule et qui veut dire vrai en anglais. Et faux se représente avec la valeur false, aussi avec un F majuscule et qui veut dire faux en anglais. Donc ces valeurs true et false peuvent s'utiliser en fait partout où un nombre ou une chaîne de caractères pourrait être utilisé. C'est-à-dire qu'on peut les passer comme paramètres à des fonctions. Donc par exemple, on peut passer true ou false à print qui va alors afficher true ou false. On peut mettre ces valeurs dans des variables aussi. Ce qui est assez intéressant avec les booléens, c'est qu'il existe plein de manières de les produire et puis plein de manières de les combiner. Et tout ça ensemble va permettre de rendre les programmes beaucoup plus intelligents. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va produire ces booléens? Bon, on peut les taper au clavier, donc juste écrire true ou false et puis mettre ça dans une variable. Mais Python peut également produire true ou false en fait en comparant des nombres. Par exemple, si j'ai un nombre 2 et un nombre 3 et que j'utilise le symbole que moi j'appelle la bouche du loup, mais qu'en fait sur le clavier c'est un chevron, donc je peux maintenant comparer est-ce que 2 est plus grand que 3. Donc attention, quand j'écris ceci, je ne dis pas que 2 est plus grand que 3. Je demande à Python est-ce que 2 est plus grand que 3. Donc je lui pose une question. Et donc ces deux nombres avec au milieu cette bouche du loup va en fait être interprété par Python comme une valeur booléenne. Donc Python va regarder ces deux nombres, il va voir est-ce que 2 est plus grand que 3, il va dire mais non, 2 n'est pas plus grand que 3, 2 est plus petit que 3, et donc le résultat de cette expression sera la valeur booléenne false. Si maintenant j'utilise un autre opérateur, donc par exemple l'opérateur bouche du loup mais dans l'autre sens, l'opérateur plus petit, là maintenant ma ligne devient est-ce que 2 est plus petit que 3? Et cette fois-ci, c'est vrai. Donc cette fois-ci, le résultat de cette expression 2 est plus petit que 3 va être la valeur booléenne true. Et il y en a d'autres encore. Donc il y a un certain nombre d'opérateurs qui permettent de comparer des nombres. Par exemple, l'opérateur qu'on appelle égal-égal, donc c'est l'opérateur d'égalité et c'est deux caractères égaux placés l'un à côté de l'autre sans espace entre les deux. Cet opérateur permet de voir si deux nombres sont égaux. Donc dans le cas ici, 2 égale 3, 2 n'est pas la même chose que 3. Donc le résultat sera false. Si maintenant je change et que je mets 2 égale 2, là maintenant 2 égale à 2. Donc le résultat sera true. Alors pourquoi est-ce que c'est deux caractères égaux? C'est parce que le caractère égal tout seul est déjà utilisé pour assigner une valeur à une variable. Et donc, il y a une trentaine d'années, quand Python a été conçu, le concepteur de Python s'est dit que ce serait embêtant d'essayer de faire la différence. Est-ce que l'utilisateur veut assigner une valeur dans une variable ou est-ce qu'il veut calculer en fait une valeur booléenne? Et donc il a dit on ne va pas utiliser le même opérateur. Un seul égal pour mettre une valeur dans une variable et 2 égal pour comparer deux nombres. Si maintenant on veut voir est-ce que deux nombres sont différents, donc c'est aussi quelque chose qui peut servir, alors là, la notation est un peu spéciale et ça c'est une notation qui dépend fort du langage de programmation. L'opérateur qu'on utilise, c'est un point d'exclamation suivi d'un égal. Donc on appelle cet opérateur not equal ou est-ce que c'est inégal. Donc dans ce cas-ci, si jamais j'ai 2 et puis point d'exclamation égale 3, donc est-ce que 2 est différent de 3? Cette expression va valoir true, parce que 2 n'est pas la même valeur que 3.
il y a encore deux autres opérateurs qui sont assez intéressants. Ce sont les opérateurs plus grand ou égal et plus petit ou égal. Donc ça, le nom dit un petit peu ce qu'il faut. Donc on a vu l'opérateur plus grand juste tout court, donc juste le chevron plus grand qui permet de voir si un nombre est plus grand qu'un autre. Et bien si on a le caractère plus grand suivi d'un égal, grosso modo, ça va produire la valeur booléenne true si le nombre de gauche est plus grand ou égal au nombre de droite. Donc par exemple, si j'ai 3 plus grand ou égal à 2, cette valeur sera true, du fait que 3 est plus grand que 2. Si maintenant j'ai 2 plus grand ou égal à 2, ce sera également true, parce que cette fois-ci, c'est la partie égale de l'opérateur qui va se déclencher et qui va voir « Ah mais oui, genre 2 est égal à 2, donc 2 est plus grand ou égal à 2 ». Donc ça permet de produire des booléens, des valeurs booléennes. Maintenant, ce qui est bien avec les valeurs booléennes, c'est qu'on peut les combiner. C'est-à-dire que si jamais on a maintenant deux variables ou deux expressions qui finissent par produire une valeur booléenne, on peut placer le « et » logique qui permet en fait de produire une nouvelle valeur booléenne qui ne sera vraie que si la valeur booléenne à gauche et la valeur booléenne à droite de l'opérateur sont toutes les deux true. Donc grosso modo, si on a true à gauche et true à droite, cet opérateur de « et » logique va produire un true. C'est pour vérifier en fait que les deux valeurs, la valeur A et, d'où le « et », la valeur B, doivent être à true. Dans toutes les autres combinaisons, c'est-à-dire true, false, false, true ou false, false des deux côtés, cet opérateur va produire la valeur booléenne false. Maintenant, le dernier opérateur, c'est par opposition au « et » logique, le « ou » logique. Et là, cette fois-ci, ça fonctionne comme le « et » logique, sauf qu'au lieu de ne produire une valeur à true que si les deux variables sont à true, enfin que si les deux côtés de l'opérateur sont à true, eh bien ça va produire une valeur à true si une des deux valeurs, ou les deux, sont à true. Donc par exemple, si les deux variables sont à false, donc j'ai false, false, eh bien l'opérateur de « ou » logique va produire false. Mais dans tous les autres cas, c'est-à-dire true, false, false, true ou true, true, l'opérateur va produire true. Et en fait, l'idée c'est qu'avec le « ou » logique, il suffit qu'il y ait un true quelque part pour que l'opérateur produise une valeur à true. Donc ceci permet maintenant de combiner des valeurs booléennes ensemble, ce qui permet de bâtir de grandes expressions. Par exemple, on veut qu'une certaine variable soit plus grande que 6, mais on veut également qu'elle soit plus petite que 12. Et donc ça permet même maintenant de regarder dans des intervalles. Mais que faire maintenant en fait avec ces valeurs booléennes? Donc c'est bien de les produire, on peut même les passer comme paramètres à print, mais le plus intéressant c'est quand on combine ça avec ce qu'on appelle la boucle if. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu la boucle for, qui permet de faire s'exécuter du code plusieurs fois, une fois par élément dans une liste qu'on passe à la boucle for. La boucle if, elle, c'est une boucle qui va en fait s'exécuter 0 ou une fois. Donc la syntaxe du if est plus facile que la syntaxe du for. On a juste le mot-clé if, suivi d'une valeur booléenne, donc soit un calcul style a est plus grand que 5 qui produit une valeur booléenne, soit directement le nom d'une variable qui contient une valeur booléenne, et ensuite suivi de 2 points. Et ensuite, le if, comme c'est une boucle, a aussi un corps de boucle, donc un certain nombre de lignes qui sont précédées d'une indentation, comme on avait vu dans la vidéo précédente, produite avec la touche Tab. Cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que quand Python arrive au if, il va regarder quelle est la valeur qu'on a donnée au if, et il va voir si cette valeur, il la calcule, va produire un true ou un false. Dans le cas où ça produit true, eh bien, le corps du if va s'exécuter une seule fois. Et ensuite, on va continuer avec ce qu'il y a après le corps du if. Si jamais la valeur est à false, le corps du if ne va pas s'exécuter et Python va directement passer à ce qu'il y a après.
Et donc, c'est ça qui fait qu'on peut voir que le if va regarder sa condition et va exécuter son corps 0 ou une fois en fonction de ce qu'il y a dans la condition. Ce qui est assez intéressant avec le if, c'est qu'il y a également moyen de combiner ça avec ce qu'on appelle un else. C'est-à-dire que là maintenant, avec le if tout seul, on a du code qui peut s'exécuter si la condition est vraie et sinon il ne se passe rien si la condition est fausse. Avec le else, donc on rajoute ici maintenant un else dedans, on a maintenant une boucle qui a 2 corps, donc c'est assez spécial. Mais grosso modo, ce qui va se passer, c'est que si la condition, donc si le booléen donné à if est true, le premier corps va s'exécuter une fois et le deuxième corps va s'exécuter 0 fois. Donc grosso modo, on va exécuter le code qu'il y a dans la partie if et on ne va pas exécuter le code qu'il y a dans la partie else. Si maintenant la condition est fausse, donc ce qu'on passe au if est faux, ben le if il continue de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il va exécuter son corps 0 fois. Mais cette fois-ci, le else va détecter que le corps du if n'a pas été exécuté et va exécuter son corps à lui. Donc, si la condition est fausse, le contenu du if n'est pas exécuté, mais le contenu du else est exécuté. Et c'est comme ça qu'on peut maintenant utiliser en fait ces variables, enfin ces valeurs booléennes. Donc, on a vu comment les produire en comparant des nombres, et on a vu maintenant comment les utiliser avec un if, avec éventuellement un else, pour exécuter du code suivant qu'une condition soit vraie ou fausse. Et donc maintenant, ça nous ramène en fait à notre simulateur d'épidémie. L'exercice que je vais vous proposer est un petit peu plus difficile que d'habitude parce qu'il va falloir en fait imaginer une solution qui va faire plusieurs lignes. Dans notre simulateur, donc il est pour le moment en dessous de la vidéo, il y a une boucle for. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez par exemple mettre un if dans un for. Donc alors là, avant le mot-clé if, il y aura l'indentation du for. Et puis l'intérieur du if, le corps du if, aura en fait 2 indentations devant lui. Il y aura ce qui permet d'être dans le for et puis ce qui permet d'être dans le if. Eh bien, je vous invite à simuler le confinement. Ce que je vous propose, c'est au tout début du for, donc vous avez le for, les 2 points, et puis il y a une ligne qui calcule la première valeur qu'il y a dedans, d'insérer 2 lignes en fait, et de rajouter en fait un if dans ce for, qui grosso modo va changer la valeur de p infect pour mettre 0.11 dedans au lieu de 0.2, à partir du moment où le jour, donc où la variable jour est plus grand ou égal à 100. Donc, c'est un petit peu flou ce que je vous dis. Je vous laisse voir en fait comment traduire ça en est-ce qu'il y a un booléen à calculer, quelle est la condition, hop, il faut mettre un if, qu'est-ce qu'on met dans le if, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le corps du if. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Il va falloir chercher pendant quand même quelques minutes pour le faire, voire peut-être plus. Mais ça vous permettra de voir ce qui se passe si, à partir de 100 jours, on diminue la probabilité d'infection parce que tout le monde reste chez soi.